atelier de 2 jours organisé par la commission tripartite en partenariat avec l'International Media Support. L'objectif est de trouver un terrain d'attente entre les forces de l'ordre et les médias. Rencontre des chefs religieux et les notables de Bamako avec l'opposition au siège de l'URD ce mercredi 5 décembre 2018. Affaire de prise en charge des clubs de football du Mali aux compétitions africaines par le gouvernement. Le ministre des Sports, Maître Jean-Claude Sidibé, nous explique la version des faits. C'était pour vous les titres, chers téléspectateurs. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans l'hebdo de la semaine. Comme annoncé dans les titres, le comité syndical des travailleurs de l'Assemblée nationale a déposé le vendredi dernier un préavis de grève de 72 heures du 12 au 14 décembre 2018. Ibrahim Mahaman Touré, secrétaire général du syndicat de l'Assemblée nationale, au micro de Angèle Koulibaly et de Roger Kanouté. Le comité syndical de l'Assemblée nationale du Mali a déposé un préavis de grève pour les 12, 13 et 14 décembre 2018. Nos revendications sont liées aux conditions socio-professionnelles des travailleurs de l'Assemblée nationale. Les revendications, comme je l'ai dit, sont d'ordre socio-professionnel qui se résument en quelques points. Parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, nous avons constaté des manquements graves à la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale. Donc nous avons interpellé les décideurs pour que des solutions idoines soient trouvées à ces problèmes. Mais nous avons pensé qu'ils sont en train de faire la sourde oreille et voilà pourquoi le personnel a déposé un préavis. Donc comme je le disais, ces points sont entre autres la relecture du règlement administratif de l'Assemblée nationale. Donc depuis un certain temps, nous avons constaté vraiment des insuffisances. Donc il y a lieu vraiment de revoir la copie. Ensuite, il y a l'élaboration d'un plan de carrière pour le personnel que nous avons demandé. Depuis 2014, l'Assemblée nationale n'a pas envoyé un seul travailleur en stage ou en formation, alors qu'il y a un budget qui est alloué à cela. Il y a également l'adoption de la loi 1837-5L portant statut du personnel parlementaire. Donc, je vous informe ici que jusque-là, depuis l'indépendance à nos jours, le personnel de l'Assemblée nationale du Mali n'a pas de statut. Donc, nous demandons l'adoption d'un statut pour le personnel. Ensuite, il y a la mise à disposition. Nous demandons également la mise à disposition de notre fonds social. Nous avons droit à 10 millions par an. Une décision signée par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta depuis 2004. Allouant 10 millions de francs CFA au personnel de l'Assemblée nationale pour faire face aux événements sociaux. Et nous avons constaté que ce fonds n'est pas versé régulièrement au comité syndical de l'Assemblée nationale. Donc nous réclamons le versement intégral de ces fonds. Ensuite, il y a la dotation d'un certain nombre de personnels, dont les archivistes, les rénotypistes, les chauffeurs, les manœuvres. Ils ont des dotations en tenue, d'autres en lait, pour faire face vraiment à l'intox de la poussière des produits, souvent qui les rongent dans le cadre de leur travail. Il y a également l'ajustement de certains avantages aux mêmes catégories de personnel. Nous avons constaté également des dysfonctionnements à ce niveau. Même personnel de même catégorie ont un traitement différent, ce qui n'est pas normal. Parmi également les points de revendication, il y a la formation du personnel. Donc depuis 2014, l'Assemblée nationale n'a pas envoyé un seul agent en formation ou en recyclage. Donc ce qui n'est pas normal. Il y a également l'assurance. Nous avons une assurance à l'Assemblée nationale qui normalement doit couvrir tout le personnel. Mais malheureusement, nous avons constaté que la majeure partie des travailleurs ne sont pas couverts par cette assurance. Donc nous réclamons une couverture totale pour l'ensemble des travailleurs de l'institution. Donc nous demandons vraiment à ce que tout cela soit revu pour qu'il y ait l'équité entre les travailleurs de l'institution. Donc, comme vous l'avez dit, le mot de la fin, je dirais que le comité syndical reste ouvert au dialogue quant au préavis déposé pour les 12, 13 et 14 décembre. Si nous avons eu gain de cause, nous allons surseoir à la grève. Mais si cela n'est pas fait, nous allons continuer et la grève sera observée par l'ensemble des travailleurs de l'institution.
Les travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré ont organisé un sitting dans l'enceinte du dit hôpital ce lundi 3 décembre 2018. M. Jimmy Kanté, porte-parole du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, a accordé un entretien à notre équipe de reportage. Propos recueillis par Angèle Koulibaly et Roger Kanouté. Ce sitting, c'était pour dire notre ras-le-bol. Aujourd'hui, Gabriel Touré est agonissant. Gabriel Touré va mal et même très mal. Ce qui n'est pas faisable à Gabriel Touré est faisable dans des petits CESCOM, dans des PMI, dans les centres de référence et dans des petites cliniques. C'est lamentable. La destination Gabriel Touré n'est pas très à conseiller. Et la mauvaise gouvernance a atteint un niveau vraiment inquiétant, un niveau très inquiétant. Lorsque vous choisissez de venir à Gabriel Touré, déjà, vous vous posez trop de questions et cela n'est pas normal. Qui faut-il aller voir? C'est-à-dire de l'entrée jusqu'au bureau du médecin, c'est vraiment le véritable calvaire. Et cela est dû justement à une gouvernance hospitalière qui n'a pas pris la juste mesure des choses. Donc aujourd'hui, nous sommes sortis parce que nous avions, il y a plus d'1 mois, adressé une correspondance au directeur de l'hôpital Gabriel Touré pour signaler un certain nombre de dysfonctionnements. Parmi ces dysfonctionnements, il y a le problème du laboratoire. Aujourd'hui, le laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré ne peut faire que 2 examens, c'est-à-dire la goutte épaisse pour savoir si quelqu'un fait le palu et aussi le groupage pour connaître le groupe sanguin. À part ces 2 examens, aucune autre analyse n'est faisable au laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. Il faut rappeler que l'hôpital Gabriel Touré est le plus grand hôpital du Mali en termes de fréquentation. Donc logiquement, ce qui n'est pas faisable à Gabriel Touré ne devrait être fait nulle part ailleurs au Mali. Il y a cet aspect. Il y a l'autre aspect qui concerne l'imagerie médicale. Vous venez aujourd'hui avec une douleur abdominale à Gabriel Touré, vous allez continuer à souffrir malheureusement parce que la simple échographie abdominale ou la simple échographie pelvienne n'est pas faisable dans le CHU le plus fréquenté du Mali, ce qui est inadmissible. À côté de cela, il y a aussi le respect d'un certain nombre d'engagements pris par l'administration hospitalière vis-à-vis du personnel. Mais surtout, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le mépris de la direction vis-à-vis du personnel. Lorsque les travailleurs courent derrière une administration pour demander de venir discuter des problèmes de l'hôpital, je pense que ça c'est une perche à saisir. Mais que nous n'ayons aucune suite, malgré toutes nos sollicitations, cela nous oblige vraiment à revendiquer autrement. Et donc c'est pourquoi nous avons décidé, à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue ici le jeudi 29 novembre, d'observer 2 heures de sitting, aujourd'hui lundi et demain mardi, si nous n'avons pas de suite favorable. Et dans le cas échéant, on va être obligé d'entreprendre d'autres actions plus radicales. Le mot de la fin, c'est vraiment inviter les autorités à s'occuper de l'hôpital Gabriel Touré. Nous savons tous que ceux qui ont un peu de moyens ne viennent pas ici. Donc c'est un hôpital pour pauvres, pour vous journalistes, pour les marchands, les commerçants détaillants, les cireurs, les coiffeurs. Et ceux qui sont aujourd'hui aux commandes du pays vont se faire soigner dans le privé, soit loin du pays. Donc on pense au bas peuple, le peuple qui souffre, le petit cultivateur, l'éleveur, le pêcheur, pour équiper l'hôpital Gabriel Touré du strict minimum. Nous ne demandons que le strict minimum. Et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que le médecin puisse déposer la lame de Busserui ou déposer les gants pour venir s'asseoir au soleil et revendiquer que des meilleures conditions de soins pour les patients. Faites un tour dans les salles d'hospitalisation, les cafards, les rats, les insectes de tout genre, les moustiques sont devenus des voisins des malades. Vous venez aujourd'hui à Gabriel Touré avec une petite palue, vous en sortez avec une pathologie beaucoup plus grave. Vous êtes accompagnant de malades, vous accompagnez un parent à l'hôpital Gabriel Touré, vous pouvez partir avec une infection. Et là, c'est vraiment inadmissible. Il faut que ça prenne fin. Il faut que l'administration de l'hôpital accepte de rencontrer les travailleurs, les écouter et surtout prendre en compte leurs préoccupations. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Ba, a porté plainte contre la décision de l'Assemblée plénière de la dite institution devant la Cour suprême qui, à son tour, a donné son verdict par l'arrêt numéro 663 du 3 décembre 2018. Le président nous a donné des explications au cours d'une interview qu'il a accordée à notre équipe de reportage. Moi, je n'ai pas déposé de plainte. Comme je l'ai dit, je ne fais que me défendre.
contre une situation qui a été créée malheureusement à la CENI, qui est regrettable pour tout le monde aujourd'hui. Moi, je pense quand même que sur le point des droits, il n'y a que les juridictions qui peuvent nous partager, du moins nous dire qui a raison, qui n'a pas raison. Voilà. Moi, j'estime que les actes qu'ils ont posés, c'était des actes contraires à nos textes. Je leur ai rappelé avant, ils ne m'ont pas écouté. Alors, je dis, bon, ça c'est ce qu'on appelle un état de droit. Un état de droit, quand même, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la pure philosophie. Il faut que le dernier refuge de tous les citoyens soit le droit et la justice. Alors, moi, légitimement, on a dit que on m'a retiré des responsabilités, et puis quelques jours après, qu'une assemblée plénière a été convoquée, et qu'à la suite de cette assemblée plénière, il y a eu un nouveau président et un nouveau questeur. Alors, j'ai dit, bon, moi je pensais qu'ils étaient dans l'erreur. Bon, ils étaient convaincus peut-être d'être sur le bon chemin. Alors, moi, je ne fais que saisir les juridictions pour qu'on examine la décision qui m'avait retiré mes responsabilités et la décision qui avait mis en place un nouveau président et un nouveau questeur. Ce n'était pas compliqué. Bon, je me suis adressé, moi, à la justice pour qu'on nous dise si tout ce qui a été fait est régulier ou pas. On a interrogé les juges sur la question. Voilà pourquoi nous avons saisi. Moi, personnellement, il y a un avocat qui a été constitué au nom de la CENI, régulière, que je représente. On a exercé en même temps 2 recours comme on le fait habituellement, c'est-à-dire on a demandé parce que cette situation nous a créé trop de préjudice. Au-delà de l'humiliation que tout le monde a subie, au-delà un peu de l'image de l'institution de notre pays, et les images qui ont été écornées, alors il y a de graves préjudices parce que du fait de cette situation irrégulière, ceux que j'ai appelés toujours les frondeurs sont arrivés à bloquer notre compte pour parler direct. J'ai senti encore qu'il y avait des choses. J'ai saisi le tribunal de commerce. On a constitué un avocat pour la levée de ce gel sous astreinte. Et c'est comme ça qu'on a vu que le ministre des Finances est venu intervenir dans la procédure, supposée pour protéger les fonds de l'État, parce que lui, dans son entendement, il y a eu bicéphalisme au niveau de la CENI, et qu'il fallait préserver les sous de l'État. Bon. Tout ça, bon, c'est apprécié. Cette affaire est pendante devant le juge. Alors, vous voyez, quand il y a de tels dégâts, parce que pendant maintenant 2 mois qu'on n'arrive pas à payer les travailleurs. Pour ça, parce que nous, on n'a pas d'argent, et maintenant, même pour faire fonctionner la CENI, nous sommes obligés nous-mêmes, moi je suis la première autorité, de mettre la main à la poche pour aller payer l'EDM, pour aller payer pour l'eau, pour aller payer pour le téléphone, pour qu'on ne coupe pas tout ça, parce qu'il y a des arriérés qui s'accumulent. Bon, donc, alors, pour revenir à la Cour suprême, le premier verdict de la Cour, c'est l'arrêt 663 du 3/12 mai 2018, bon, qui a été rendu. Ça a été rendu hier, et la Cour a estimé qu'il y a vraiment une violation de nos textes. Et la Cour a ordonné la suspension des décisions des 2 assemblées plénières extraordinaires. Dans le souci de créer un cadre d'échange entre les médias et les forces de sécurité, un atelier de 2 jours a été organisé par International Media Support et Media Foundation for West Africa en partenariat avec la commission tripartite. L'objectif était de connaître la perception mutuelle des défis et opportunités pour une coopération service de sécurité média durant les processus électoraux. Reportage de Madina Traoré et de Sidi Maman Sidibé.
Afin de créer un cadre d'échange entre les journalistes et les services de sécurité pour que chacun comprenne l'autre, un atelier de 2 jours a été organisé par International Media Support et Media Foundation for West Africa en partenariat avec la commission tripartite. Commandant Baba Sissé, chef d'escadron. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Donc ces dispositifs, dans un premier temps, nous a permis d'échanger avec les populations et nous avons même produit un plan cadre sur le renforcement des liens entre population et forces de sécurité. Et aussi, les journalistes avaient bénéficié, comme vous avez dû l'apprendre, d'une formation sur la gestion sécuritaire lors de l'élection présidentielle, mais aussi le centre de communication, donc à travers le ministère de la Sécurité, le ministère de l'économie numérique et de la communication et la maison de la presse. Nous avons mis en place, à partir du 2 juin, une commission tripartite. C'est cette commission même qui organise les assises auxquelles nous participons maintenant. Donc je ne peux que me réjouir de cette initiative qui ne fait que prendre de l'ampleur. Sadou Abdoulaye Yatara, journaliste, lance un vibrant appel à la génération montante. Il faut travailler avec les outils, les documents que vous avez. Si vous êtes en reportage et que vous arrivez à un poste de contrôle, on vous demande de montrer vos documents, il faut me les montrer. Sans se fâcher, sans faire quoi que ce soit. Parce que si vous fâchez, c'est vous qui perdez. On peut vous empêcher de rentrer dans la salle, par exemple. Si vous n'entrez pas dans la salle, mais c'est votre travail qui est fichu. Est-ce que vous voyez, c'est vous qui perdez, vous ne pourrez pas faire votre reportage. Donc, montrez vos documents en bonne et due forme, on va vous laisser passer. Ça, c'est clair. Si c'est autorisé, il n'y a aucun problème. C'est tout. Je crois que c'est la patience. Et surtout, travailler de façon déontologique, respecter son éthique et respecter aussi les prochains. Parce que les prochains, c'est ceux qui doivent vous écouter. Les prochains, c'est ceux qui doivent vous suivre. Les prochains, c'est ceux qui doivent vous suivre. Si vous n'avez pas fait les reportages pour lesquels vous avez été commis, ça veut dire quelque part que vous avez manqué à votre devoir d'informer les citoyens. Est-ce que vous voyez? Donc l'appel, c'est ça. C'est vraiment de respecter son éthique, sa déontologie et de couvrir, j'allais dire loyalement, les événements pour lesquels vous êtes commis. Amadou Mahaman Sango, président de la commission tripartite, quant à lui, s'est apaisanti sur les cas des journalistes violentés. S'il y a des actions qui sont survenues, comme vous venez de le dire, s'il y a des agressions, c'est des situations que nous déplorons, mais ce n'est pas fait à dessein. Les forces de sécurité sont là pour la sécurisation des manifestations et des marches, qu'elles soient, si elles sont autorisées. Si ce sont des manifestations qui ne sont pas autorisées, là également des dispositions sont prises. Mais très généralement, les journalistes se disent qu'ils sont agressés, ils sont violentés, molestés. Je crois que c'est des cas très isolés et on ne doit pas en faire une montagne. En fait, les journalistes doivent comprendre aussi qu'ils ont des limites à ne pas franchir parce que les forces de sécurité mettent en place un périmètre de sécurité. Et lorsque ces périmètres de sécurité sont franchis, là c'est en ce moment qu'il y a des frictions entre les journalistes et puis les forces de sécurité. Notons qu'à la fin de cet atelier, les résultats attendus par les organisateurs est de connaître la perception mutuelle des défis et opportunités pour une coopération service de sécurité média durant les processus électoraux et bien d'autres. L'opposition malienne a rencontré les chefs religieux et les notables de Bamako ce mercredi 5 décembre 2018 au quartier général de l'URD. L'objectif était de discuter sur la situation actuelle du pays pour la paix. Après plus de 3 heures d'entretien en huis clos entre l'opposition, les chefs religieux et les notables, afin de trouver un point d'accord pour la stabilité du pays, le cardinal Jean Zerbo nous donne ses impressions sur cette rencontre. Cette visite est une visite d'abord très fraternelle, parce que tous nous sommes enfants de ce pays. Et si ce pays a des problèmes, il est normal que les leaders religieux se déplacent et rejoignent l'un des hommes engagés sur le plan politique et qu'amorcer un dialogue. C'est dans cet esprit que nous sommes venus justement, les leaders religieux, avec les familles fondatrices de Bamako, pour nous entretenir, en tout cas avec les responsables de l'opposition. Une très grande satisfaction. Pourquoi? Parce que la parole a été libérée. Chacun a exprimé dans une très grande sincérité.
Nous, les leaders religieux, nous devons reconnaître nos limites. Nous ne sommes pas des personnes infaillibles. Il est bon aussi que les responsables politiques nous renvoient la balle pour dire, écoutez, telle manière d'agir, ceci, cela, en tout cas, occulte la vérité. En toute humilité, nous avons accepté cela. Et nous avons aussi remarqué chez Dieu aussi une grande ouverture, c'est-à-dire cette capacité d'accepter certaines vœux de notre part. Et ce que nous retenons de cette rencontre, c'est la volonté de part et d'autre, opposition, avec les responsables politiques aujourd'hui, de se rencontrer pour dialoguer sur les problèmes essentiels de ce pays, afin que nous sortions de cette impasse. Je termine pourquoi? Par un appel à la jeunesse. Nous appartenons déjà à une génération qui est en train de partir. Nous ne sommes pas des sorciers. Nous ne serons pas des sorciers. Notre ambition, c'est que les bénédictions que tu fais sur vous, c'est de partir, de vous former de telle manière et de vous laisser un pays que vous pourrez partir. Vous serez heureux. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, quant à lui, a parlé de l'objectif de cette rencontre. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement, au nom de tous ceux qui sont dans le front de sauvegarde de la démocratie, le chef traditionnel Nyaré, les chefs religieux, Chérif Malani Ousmane Haïdara, le cardinal Zerbo et le pasteur, pour leur démarche. Nous les respectons et nous apprécions ce qu'ils font. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ils se sont levés, ils ne se sont pas découragés, ils font tout pour que le Mali reste en paix. Nous leur devons cela, nous devons le dire et les féliciter. Je leur ai dit qu'au Mali, aujourd'hui, nous avons 4 crises. Nous avons une crise sécuritaire très grave. Au nord du Mali, au centre du Mali. À l'heure où je vous parle, dans la commune de Kanibonzon, les gens sont en train de s'entretuer. Il y a des conflits interethniques, il y a des conflits communautaires, des choses qui divisent profondément le pays. Ça, c'est une crise très très grave. Il y a une crise sociale. Tellement d'entreprises, tellement de corporations ont déposé des préavis de grève que ça veut dire que la situation sociale est extrêmement difficile. Il y a une crise financière et économique qui fait qu'aujourd'hui, la vie est chère, que les Maliens souffrent. Après tout ça, il y a la crise politique et post-électorale dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé et nous avons dit que nous sommes pour le dialogue. Nous sommes prêts au dialogue. Et depuis 5 ans que j'anime l'opposition, nous avons demandé le dialogue. Et je pense que la solution, c'est le dialogue. Ils sont venus nous conforter dans ce sens et nous les remercions pour cela. Ce qui reste, c'est de commencer le dialogue. Et le dialogue suppose 2 entités. Nous sommes disponibles. Est-ce que les autres sont disponibles? Est-ce que Ibeka est disponible? Il a dit, il tend la main. Mais vous ne prenez pas une main qui n'est pas ouverte. Vous ne prenez pas une main si vous ne savez pas ce qu'il y a dans la main. S'il y a du feu, vous n'allez pas prendre la main. S'il y a des épines, vous n'allez pas prendre la main. S'il y a des cambouis, vous n'allez pas prendre la main. Il faut qu'il ouvre la main, qu'on voit ce qu'il y a dans la main pour qu'on commence un dialogue. Nous avons été reçus par eux ou ils nous ont rendu visite plusieurs fois. Ce que nous demandons, c'est que ça bouge de l'autre côté parce que nous avons tous le même souci. C'est notre pays. Nous voulons que le pays avance. Et moi qui ai la chance d'être au devant de cette scène, j'ai fait la preuve de ma bonne volonté pour que le pays avance. Je l'ai fait en 2013, sans tambour, sans bâton. Je l'ai fait sans que je sois prié par qui que ce soit. Notre bonne foi ne peut pas être mise en cause, quel que soit ce que les gens vont dire. Nous aimons profondément notre pays. C'est pour ça que nous l'avons dit, de dire au gouvernement d'éviter la violence. Nous avons été violentés en juin, nous avons été violentés en septembre, nous avons été violentés en novembre. Le 8 décembre, nous allons encore marcher. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait de la violence. Nous avons fait la preuve que nous pouvons marcher sans violence. Nous avons sorti ici 500 000 personnes, 1 million de personnes. Il y a un pays en Europe, pour 50 000 personnes, ils ont cassé le pays. Nous ne sommes pas comme ça, nous valons plus que ça. Parce que nous aimons notre pays, nous voulons faire avancer notre pays. Voilà les mots que nous avons dit et je pense très sincèrement que nous avons apprécié leur présence. Et nous restons disponibles, qu'ils nous appellent où ils veulent. Ils soient venus chez nous, ça nous honore. Mais nous préférons aller chez eux. C'est ça la tradition,
C'est ça le respect. Rappelons que cette rencontre entre l'opposition, les chefs religieux et les notables avait pour objectif de discuter sur la situation actuelle du pays. Dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'ambassadeur du Canada au Mali, Louis Verret, s'est prononcé. Selon lui, le Mali fait des efforts. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Oumar Traoré. Bien, les 7 jours d'activisme par rapport à la violence faite aux femmes, c'est important pour nous. En fait, le Canada a une politique internationale qui prône un féministe. Et par conséquent, la violence faite aux femmes est la violence faite aux femmes est un concept qu'on ne peut accepter quand on fait l'égalité entre les femmes et les hommes. Par conséquent, pour nous, c'est fondamental qu'on puisse jouer sur le rôle des femmes et des hommes de façon à ce qu'il y ait un respect entre les personnes, le droit des personnes, des enfants, des femmes et des hommes, de façon à ce que la violence soit éliminée dans le monde en général. Le Mali fait des efforts quand même considérables. Par exemple, je peux dire qu'on a mis en place une politique nationale genre qui tarde à se mettre en place, mais quand même, il y a une politique en place sur laquelle on peut compter. Et je vois aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui réclament leurs droits et on considère dans les statistiques qu'il y a une augmentation de violence parce qu'il y a plus de gens, de femmes qui dénoncent. Mais ça, c'est normal parce que les gens commencent à se rendre compte que la violence est inacceptable et ils le dénoncent. Donc, c'est normal qu'au début, on voit une augmentation très forte de dénonciation. Éventuellement, ça va se tourner vers des actions qui vont être prises pour les contrer et donner justice aux femmes ou aux gens qui sont violentés. Bien, moi, je pense qu'il faut voir la question de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va être réglé dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça, c'est pas le Mali comme tel. C'est partout dans le monde. Et la violence faite aux femmes ou l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas atteinte dans aucun pays, à ma connaissance. Et par conséquent, il faut le voir sur le long terme. Et je pense que le combat doit être fait par les femmes d'abord, mais aussi, il faut qu'elles soient inclusives et qu'elles mettent de leur côté leurs alliés, que ce soit les pasteurs, que ce soit les imams, que ce soit les hommes, que ce soit les jeunes, mais de façon à ce qu'il y ait une sensibilisation de la société en général qui va les amener à cette égalité qu'on recherche. Les comités syndicaux de la DAF primature, des DRH, des CPS, ceux des DFM sont en grève depuis le lundi 3 décembre 2018 jusqu'au 7 décembre, du 11 au 15 de ce mois suite à l'échec des négociations avec les membres du gouvernement. Une grève qui risque de coûter cher à l'État malien. Pour plus de détails, écoutons le coordinateur des syndicats de la DAF primature, Issa Sinayogo. Il est au micro de Madina Traoré et de Omar Traoré. Effectivement, vous constatez avec moi qu'il y a vraiment une paralysie de l'administration. Parce qu'il y a 52 services de l'administration, et je dirais l'administration centrale, qui sont en grève depuis le lundi passé. Une grève d'une semaine, de 5 jours, du lundi au vendredi. Et il y a d'autres projets. Il y a un autre projet après directement la journée de lundi prochain qui commence pour le reste de la semaine. Il y a eu quand même des tentatives de négociation, je dirais, parce que hier, on a eu un avis de réunion avant-hier de la part du ministre chargé de la fonction publique, qui nous convoquait pour une réunion d'hier. La réunion a eu lieu, mais la réunion était présidée par le chef de cabinet, pas le ministre, mais par le chef de cabinet du ministre de la fonction publique et les membres de la coordination. Je pense que le débat, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de problème dans les débats. Ça s'est passé dans l'harmonie totale. Mais malheureusement, ceux qui nous proposent, ils nous demandent quand même de nous patienter pour la conférence nationale qui serait sous peu, qui serait organisée au mois de janvier sur les salaires. Donc, nous, ça, ce n'est pas notre point de vue parce que nous pensons que la conférence est plutôt sur les salaires, mais nous revendiquons des indemnités et primes. C'est regrettable parce que c'est une question très stratégique. Mais le constat est amer. Ceux qui doivent traiter les salaires sont en grève. Et pour 15 jours, comme vous l'avez dit, en intervalle de 15 jours, ils ne travailleront que le lundi prochain. Et le moment de traiter les salaires, c'est juste la première semaine du mois, on doit traiter les salaires.
Suite à la non-satisfaction de leurs doléances, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 projettent une grève de 72 heures allant du 19 au 21 décembre 2018. Adama Fomba, porte-parole des syndicats, au micro de Angèle Koulibaly et de Sidi Maman Sidibé. Les syndicats de l'éducation aujourd'hui se sont donné la main. Presque tous les syndicats de l'éducation aujourd'hui se retrouvent parmi les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016. Nous avons déposé un préavis le 30 du mois passé de cette année pour aller en grève vers le 19, du 19 au 21, c'est-à-dire 72 heures de grève, et suivi de ce qu'on appelle la rétention de notes avec effet immédiat. Nous avons 10 points. Le premier point, nous demandons l'octroi d'une prime de documentation aux enseignants du Mali. Le second point, nous demandons l'octroi d'une prime de logement aux enseignants du Mali. Le 3, nous demandons l'adoption immédiate du projet de décret portant plan de carrière du personnel enseignant. 4, la finalisation du processus de la régularisation administrative et financière des sortants de l'ENSUP nouvelle formule, ainsi que toutes les grandes écoles. Aussi, le point 5, l'application effective et immédiate du décret numéro 2016-001 PRM du 15 janvier 2016, qui fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité de déplacement et de mission. Le 6, c'est la relecture immédiate du décret numéro 529 PRM du 21 juin 2013, portant allocation d'indemnité au personnel chargé des examens et concours professionnels en ses articles 1, 2 et 3. 7. L'organisation sans délai de l'élection professionnelle du secteur de l'éducation et la création des organes prévus par le décret numéro 2018-0067. 8. L'annulation des décrets numéro 2018-08 00 PRM du 19 octobre 2018 fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement et numéro 2018-0801 PRM du 19 octobre 2018 portant répartition des services publics entre la primature et les départements ministériels. Le point 9, l'intégration dans le corps des enseignants du personnel non enseignant en classe. 10, l'accès des enseignants fonctionnaires des collectivités aux services centraux de l'État. Nous espérons à l'aboutissement de nos revendications. Et au cas où nous n'avons pas satisfaction, bien sûr, nous allons observer nos 72 heures de grève et suivi de rétention des notes. Et d'autres actions, bien sûr, sont planifiées par les syndicats signataires de l'éducation. Notre mot de fin, d'abord, s'adresse aux enseignants du Mali. Leur appeler à la mobilisation et à l'unité. Que le meilleur est à venir et que cette lutte, ce combat, nous allons le gagner. Mais ce n'est pas possible sans leur détermination et leur mobilisation. Aux parents d'élèves, leur demander de s'intéresser à l'école malienne. À l'école malienne, si bien sûr nous voulons un enseignement de qualité, il est important à ce que les parents d'élèves s'adressent et s'intéressent aussi à l'école malienne. Aux autorités du Mali, du président de la République, du Premier ministre, chef de gouvernement et l'ensemble, bien sûr, des ministres qui composent le gouvernement du Mali. Et leur demander de porter un œil particulier aux revendications de l'éducation. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali a expliqué les causes des multitudes grèves syndicales des travailleurs de la fonction publique. C'était au cours d'une interview qu'il a accordée à notre équipe de reportage. Encore une fois, il faudrait noter que ce n'est pas par plaisir que les travailleurs vont abandonner leur service. Ils ont des contrats avec leurs employeurs, notamment l'État et les patronats, dialoguer, c'est-à-dire que mettre des commissions de négociation en place et discuter, disons, des différents problèmes, sinon des revendications. Au terme de ces concertations ou des discussions,
il y a des accords, parfois qui sont signés, et les travailleurs, effectivement, doivent s'attendre à la mise en œuvre de ces accords qui sont signés. C'est une des possibilités qui est offerte au mouvement syndical, que d'aller en grève pour défendre ses intérêts. Une grève est toujours, si vous voulez, une sanction politique indirecte que les travailleurs chargent le gouvernement. C'est une sanction politique indirecte. C'est-à-dire qu'en sanctionnant la population, le gouvernement, qui est là normalement pour la satisfaction de l'ensemble des besoins de la population, doit pouvoir réagir. Sinon, nous n'avons pas d'armes, nous. Les travailleurs n'ont pas d'armes pour aller occuper un département quelconque. C'est l'État qui a la force. Donc nous disons, pour que l'État sache effectivement qu'il n'a pas respecté ses obligations, nous allons en grève qui a un impact très négatif sur le mode de vie des populations. Ce que, a priori, nous avons toujours tenu ce langage au niveau de la Confédération, quelles que soient les revendications, le gouvernement se doit de signer des accords qu'il peut effectivement respecter. Il ne sert à rien de dire nous allons tout signer pour calmer aujourd'hui. Parce que la signature, encore une fois, engage le gouvernement. Et si ça ne va pas, les travailleurs reviendront à l'attaque. Je pense que pour prévenir tout ça, il n'y a que le dialogue. Il n'y a que le dialogue. Créer un cadre de dialogue social pour prévenir un certain nombre de conflits. C'est malheureux que jusqu'à présent, au Mali, nous n'avons pas ce Conseil national de dialogue social. Sortis en grand nombre pour montrer leur soutien au Super Lion d'Amdalaï, une marche pacifique a été organisée en face du terrain pour montrer leur mécontentement à Lassana Conté qui a commencé à travailler sur le terrain. Reportage de Awakami Soko et de Roger Kanouté. Créé depuis 1994, le club des Super Lions d'Amdalaï est un club de football féminin de première division qui fut plusieurs fois champion du Mali et a obtenu 3 titres continentaux. Tournoi des 5 nations à Ouagadougou au Burkina Faso avec des joueuses internationales. Cette équipe a également dans le passé fourni 95% des joueuses de l'équipe nationale féminine de football de notre pays. Depuis sa création, les joueuses de ce club s'entraînent toujours sur ce terrain convoité par Lassana Conté. Nous, on veut avoir notre terrain. L'objectif n'est autre chose que de libérer notre terrain. Il faut que les spéculateurs fonciers cessent de posséder les gens de leur terrain. Nous, c'est un terrain de foot. On veut avoir notre terrain pour jouer au foot. J'étais à la CAN, je suis venu, je n'ai pas assez d'informations sur ça. Mais aujourd'hui, j'ai parlé avec mon président. Il dit qu'on va faire une marche du terrain d'Esperlon jusqu'à la primature pour inciter le Premier ministre Soumeilou Boubé Maïga à nous aider à avoir notre terrain de foot. On veut notre terrain et on l'aura, Inch'Allah. En attendant, les jeunes de ces quartiers jurent de faire coûter très cher à Lassana Conté s'ils l'apercevaient désormais rôder autour de ce lieu sportif. À présent, Paris Sport, avant de boucler cette édition, fin de course pour les Rouges de Bamako dans la Coupe de la Confédération africaine de le tour préliminaire. Après son match nul et voyage à Dakar au compte de la rencontre aller, les protégés du coach Kouadio Georges ont été défaits 0-1 ce mardi au stade Modibo Keïta par le jeune club sénégalais de l'Académie Génération Foot lors de la rencontre de retour. Du coup, les poulains de Demba Baïf mettent fin à l'aventure africaine du Djoliba AC. Awakami Soko et Roger Kanouté pour plus de détails. L'aventure africaine s'arrête là pour le Djoliba Athletic Club de Bamako. Accroché à l'aller jouer sur la terre sénégalaise 0-0 la semaine dernière, les Rouges de Bamako ont été battus ce mardi par Génération Foot de Sénégal par le score d'1-0 pour le compte de la match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine des clubs. C'est la 3e fois que les Rouges de Bamako échouent à cette étape d'une compétition interclub de la CAF.
Condamné à faire une victoire au match retour, les Djoliba Assis savaient ce qui l'attendait ce mardi à Bamako. Il n'y avait pas d'alternative pour le représentant malien dans cette compétition. C'était gagner ou périr. Malheureusement pris par surprise, les Générations Foot ouvrent le score dès les premières minutes de la rencontre quand le défenseur Siara Bayo touche le ballon de la main dans la surface. Papa Nyang Yaya exécute la sentence sans trembler, 1-0 pour les visiteurs dès la première minute. C'est sur ce score d'1-0 que le match prend fin. Pour le coach de Génération Foot, le Djoliba a une très bonne équipe. Non, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de secret. Il y avait juste une équipe qui était déterminée à faire un bon résultat. On s'était bien préparé. On savait qu'on avait face à nous une équipe expérimentée, une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Donc on a travaillé toute la semaine pour être bien compact et pour pouvoir, je dirais, finir les occasions qu'on saurait se créer, parce qu'on savait que le Djoliba allait jouer beaucoup plus haut et qu'inévitablement il laisserait un peu plus d'espace derrière. Et avec la vitesse de nos excentrés, on pouvait profiter justement de ces espaces. De regret du côté des Rouges de Bamako. Je ne vais pas aujourd'hui lancer la pierre à Paul ou à Pierre ou à Jacob que c'est lui qui a été à la base. Non, je ne fuis pas mes responsables. Le premier responsable, c'est moi. Et c'est moi qui les ai alignés. Si les conditions adéquates pour pouvoir réussir. Mais si vous échouez, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est quoi? Voilà, donc je ne dis pas que le dieu d'attaque n'a pas marché, donc il fallait jouer à quel système vous voulez que nous jouons. Nous avons eu un dieu d'attaque qui a fixé la défense centrale adverse et des ballons où un centre peut leur arriver. On joue le ballon à ras de tête dans les pieds de l'adversaire, mais comment est-ce qu'il peut marquer si la balle ne leur arrive pas? Voilà. Il y a eu des déchets techniques. La transition du ballon d'un partenaire à un autre, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle la technique. Comment donner le ballon à un partenaire dans de bonnes conditions pour pouvoir aller au but. Mais si chaque fois c'est enrhumé, chaque fois ce n'est pas donné comme il le faut, mais il va sentir que votre jeu sera décousu. Vous n'aurez pas les occasions nettes, vous aurez des occasions à l'arracher. C'est ce qui nous est arrivé. Mais ils se sont... Dans la volonté d'aller vers l'avant, ils ont essayé. Mais ils ont été limités par la technique individuelle. C'est tout ce que je veux vous dire. À la fin de la rencontre, on pouvait lire sur le visage des Rouges de Bamako des regrets. Victoire du stade malien de Bamako sur le stade centrafricain du match retour du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. C'était ce mercredi 5 décembre 2018 au stade Modibo Keïta de Bamako. Awakami Soko et Moussa Tembini. Le stade Modibo Keïta a vibré au rythme des rencontres retour des tours préliminaires de compétition interclub CAF 2019. Les 4 et 5 décembre 2018, opposé au stade centrafricain de Banki. Le stade malien de Bamako, déjà vainqueur du match aller par le score d'1-0, a une fois de plus largement dominé son adversaire par le score de 4-0. Omar Traoré a montré la voie aux siens en ouvrant la marque dès les 10e minute. Ensuite, c'est au tour d'Isiara Samake de doubler la mise à la 35e minute sur penalty. Score à la pause 2-0. Des retours sur la pelouse, les protégés de Nonjane inscrivent coup sur coup de respectivement par Sekou Gassama 54e minute et par Moussa Kone du Kofi. Le stade malien de Bamako l'emporte largement par 4-0 et se qualifie pour les 16e de finale. L'équipe de Nonjane, coach du stade malien de Bamako, jouera contre la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Allez, le 14 et 15 décembre 2018 et le retour est prévu pour les 21 et 23 décembre 2018. Le match aller se disputera ici à Bamako. Nonjane se dit ravi de cette victoire. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était quand même de tout faire pour gagner ici. C'est vrai qu'on avait gagné à l'aller, mais on avait dit aux joueurs réellement que la qualification allait se jouer à Bamako. Voilà, et je pense qu'ils ont compris. Techniquement, je pense qu'ils ont fait un bon match parce que en premier mi-temps, les 30 premières minutes, je pense qu'on avait le ballon quand même. Et on est parvenu à marquer 2 buts en premier mi-temps. Je pense qu'ils ont fait un bon match techniquement. Et en deuxième mi-temps, on savait aussi que l'adversaire
sur un sursaut d'orgueil, disons. Ils pouvaient aussi avoir une autre intention. Et je pense qu'ils sont venus. Réellement, c'était quand même pour faire mieux que ce qu'ils ont fait en premier mi-temps. Mais au-delà de ça, je pense que de façon globale, je pense qu'on a fait un bon match. Et réellement, tous les matchs sont difficiles. Bon, à un moment donné, les gens peuvent penser que c'est le stade centrafricain. Pour moi, c'est pas. Ça fait 2 ans que le stade s'est fait éliminer déjà par l'équipe du Libéria. Et après, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui venait de monter en première division. Donc, pour moi, déjà, il faut respecter l'adversaire. Et quel que soit le pays où il vient, déjà, le plus important, c'était que ça soit Centrafrique ou un autre pays, c'était réellement de se préparer, mettre tous les moyens en place quand même pour qu'on puisse se qualifier. Le discours, je pense que déjà, on travaille énormément par rapport à des situations comme ça, ou par rapport à la finition. C'est vrai que c'est les joueurs de football, quel que soit ce que vous faites, souvent c'est souvent difficile, un problème de concentration, où on a raté quelques occasions en première mi-temps, et en Centrafrique aussi, on a raté des occasions. Et même lors de la préparation aussi, autant on a marqué beaucoup de buts lors de la préparation des tournois de la Ligue, mais aussi il y a eu des matchs, par exemple des matchs qu'on perd contre le Real, logiquement on gagne ce match-là, le nombre d'occasions qu'on a perdu, qu'on a raté, disons, mais on continue à travailler, et ça c'est ma philosophie dans toutes les équipes que j'ai entraînées, et j'ai ma façon de voir le football réellement. Et autant il faut prendre des précautions par rapport à la défense, mais aussi il faut qu'il y ait l'équilibre entre les deux. Donc j'insiste énormément là-dessus à l'entraînement et dans les discours que je tiens, aussi dans la préparation, dans la pratique aussi que nous faisons. Le coach du centre centrafricain pense que la fatigue a beaucoup joué sur ses protégés. Journaliste ici présent que le stade centrafricain a fait un voyage pénible. Pénible dans un sens que effectivement nous devions prendre l'avion depuis lundi. On n'a pas pu, et c'était le mardi. C'était le mardi que nous avons pris le vol à 15h. Nous avons pris le vol à 15h pour arriver 20h, 21h, 22h par-ci au niveau de Nairobi. Et les enfants ont dormi à même le sol, puisque nous n'avons pas pu avoir quelques places pour se reposer. Et ce matin, nous avons pris le vol à 8h pour arriver à midi à Bamako. Donc moi, je ne peux pas demander à mes poulains un autre effort que de se jouer. Et c'est le résultat que nous avons consenti, puisque les enfants ont joué, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ça n'a pas pu, et effectivement, le Stade malien a pris l'avance, puisqu'ils ont gagné très rapidement. Ça fait que les joueurs n'ont pas pu se ressaisir, et puis on a encaissé 2 buts en première partie. Donc c'est vrai, c'est un match n'est jamais gagné d'avance, ça se gagne sur le terrain. À savoir que si le Stade malien de Bamako arrive à battre la SEC de la Côte d'Ivoire au match aller-retour, c'est qualifié directement pour la phase de poule. À la veille des déplacements de nos clubs de football pour les compétitions africaines, une polémique a créé un différend entre dirigeants du ministère des Sports sur la prise en charge de ces clubs. Le ministre des Sports, Maître Jean-Claude Sidibé, nous a expliqué sa version des faits. Il est au micro d'Amara Diallo et de Sidi Maman Sidibé. Il n'y a aucune disposition légale par rapport à la prise en charge des équipes privées. Les équipes privées, c'est les associations aujourd'hui qui vont être érigées en club pro dans 1 ou 2 ans, dans quelques années. L'an dernier, lorsque moi j'arrivais aux affaires, en janvier disons, j'ai trouvé que le ministère des Finances, des Sports ne prenait en charge que les billets d'avion. Le ministère ne prenait pas les frais d'hôtel et d'hébergement. J'ai fait un exposé en conseil des ministres. J'ai dit au gouvernement que nous sommes dans une crise et les clubs n'ont pas le financement de Orange, du sponsor officiel. Donc c'est mieux que l'État prenne en charge. On m'a autorisé. L'an dernier, le Djoliba, le Stade, le Real et les 11 créateurs ont tous été pris en charge. Et à chacune des missions, j'envoyais un des responsables du ministère des Sports comme chef de mission. Et on a toujours tout pris en charge. Mieux que ça, j'ai négocié pour les clubs, pour chacun des clubs, 15 millions que le chef de l'État a bien voulu me donner pour les clubs. Et les 15 millions ont été remis à chacun des clubs devant la télé et en espèces.
J'ai en outre eu 40 millions pour équiper en partie le Conor et organiser un tournoi de la réconciliation. Toutes choses qui ont été faites. Maintenant, les 2 clubs qui devaient sortir cette année, Djoliba et Stade, m'ont saisi le 14 qui doivent sortir. J'ai dit c'est pas possible. Parce que d'ordinaire, les équipes sortent en février. Le 15, le Conor m'a envoyé un courrier me demandant la prise en charge des équipes. J'ai informé le Conor ainsi que les clubs en leur disant que ce n'est pas possible cette année parce que les engagements au niveau du ministère des Finances sont arrêtés au 1er novembre à minuit. Donc, aucun ministre ne peut engager, en tout cas moi, ministre des Sports, je ne peux engager aucune dépense. Je les ai appelés à la réflexion, qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire comme solution. Mais moi, je n'ai pas la solution. Et je n'ai jamais écrit au ministre des Finances pour cette prise en charge de ces 2 équipes-là. Contrairement à ce qui a pu se dire. Je n'ai jamais écrit au ministre des Finances. Voilà. J'ai informé le ministre des Finances par texto du pourquoi je ne l'ai pas saisi. Lui et moi, on sait pourquoi je ne l'ai pas saisi. Les trucs sont arrêtés, enfin les engagements sont arrêtés au 1er novembre. Voilà ce qu'il y a eu comme difficulté. Pourquoi je n'ai pas pris prendre en charge ces équipes cette année, en tout cas en fin d'année là. Je n'en prends pas l'engagement pour le moment parce que je ne suis pas autorisé à faire des dépenses alors que publiquement les dépenses sont arrêtées. Je suis en train de chercher des solutions avec les partis, toutes les parties d'ailleurs, pour qu'on ait la meilleure solution. Cette fois-ci, c'est une bonne volonté qui a pris les billets. C'est pas moi qui ai pris les billets. C'est une bonne volonté qui m'a informé qu'elle prend les billets. Les billets de Djoliba dans une compagnie et les billets du Stade dans une autre compagnie. Donc cette bonne volonté nous a aidés à dépasser ce cap-là. Et si les 2 équipes se qualifient, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse s'asseoir et trouver une solution à la situation d'ici à ce que les crédits soient ouverts en janvier. Mais moi, à mon niveau, je ne suis pas autorisé à faire quelques dépenses que ce soit. Je viens de faire une mission en Algérie. J'ai payé la mission de ma poche. Parce que je n'ai pas de budget. La mission qui allait les aigles d'âme à Accra, contrairement à ce qui a été dit sur une certaine radio, qu'on m'aurait donné 200 millions, c'est moi qui ai mis 10 millions de ma poche pour payer l'hôtel de ceux qui sont pris en charge par la CAF et pour payer les perdièmes des filles. C'est de ma poche que j'ai payé ça. L'État ne m'a pas donné un franc encore. Je suis en discussion avec le ministre des Finances pour qu'il voit dans quel chapitre de mon budget il pourrait prendre ça pour me le donner. Jusqu'à maintenant, l'équipe est revenue avec la 4e place. Je n'ai pas reçu un centime encore, contrairement aux 200 millions allégués tantôt sur une radio privée. Voilà un peu la situation. Je ne peux pas ordonner les dépenses tant qu'on ne sera pas en janvier. Je dirais aux dirigeants que celui qui a pris des engagements pour vous l'an dernier, qui les a amenés jusqu'au bout, qui a même dépassé vos attentes, je ne suis pas sûr qu'il faut jeter cette personne avec l'eau du bain. Quoi qu'il en soit, on s'assoit pour discuter. Je n'ai aucune obligation en tant que ministre des Sports de prendre un club privé en charge. Aucune obligation. Que celui qui a la loi la sorte ou celui qui a l'arrêté le sort. Aucune obligation. J'ai fait la demande au gouvernement l'an dernier, on m'a permis de le faire. Cette année, je continue à faire la demande. Mais tant que je n'ai pas l'autorisation du gouvernement, je ne le ferai pas. Je ne ferai aucune indiscipline budgétaire. Voilà, ce sont ces mots d'espoir qui mettent fin à cette édition d'information. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle page d'information. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.